Coucou! Bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo axée sur l'histoire de l'art et le féminisme dans les années 1960 à 1980. J'ai axé mon script sur la riposte féministe au travers d'œuvres d'art, comment l'art peut être utilisé comme un outil important et provocateur pour demander plus de droits, quelles ont été dans l'histoire de l'art la place des femmes artistes et leurs revendications, car quand on étudie l'histoire de l'art en surface ou quand on se renseigne, on a beaucoup d'exemples d'hommes cis hétéros blancs en tant qu'artistes et très peu de femmes, de personnes queer, de personnes noires. Donc là aujourd'hui on va se concentrer sur ce type de personnalités afin de les mettre plus en avant et de comprendre un peu mieux leur cheminement de pensée, leurs revendications, leur travail. Pour commencer, je vais vous donner un petit peu de contexte. En 1971, en France, à Paris, le mouvement de libération des femmes milite pour avoir un droit à une contraception et à l'avortement gratuit et libre. Toute cette libération féministe fait suite à l'effervescence de mai 68. Le 20 décembre 1974, la loi Simone Veil a été votée, qui autorise donc l'avortement gratuit pour tous. Les souvenirs de la Seconde Guerre mondiale sont encore proches, et la crise des années SIDA arrive dans les années 90. C'est donc une toute nouvelle effervescence qui a lieu, les revendications prennent plus de place, et malgré le contexte compliqué, les personnes discriminées, dont les femmes, ont moins de peur à se revendiquer et exigent de réelles réformes contre ces discriminations et pour plus d'inclusion. En 1974, en France, les mouvements homosexuels sont revendiqués et veulent sortir du privé, donc devenir public, que l'on voit les homosexuels publiquement, que l'on en parle publiquement, et que ça ne reste pas dans l'enceinte de la maison. Le mouvement est politiquement autonome, ce qui est dans la logique des nouveaux mouvements sociaux. Et cette fois-ci, cette revendication s'exprime absolument partout, pas seulement à Paris, mais dans toute la France. Le Front homosexuel d'action révolutionnaire s'affirme comme groupe principal. Il souhaite sortir de la honte, faire une rupture avec le militantisme traditionnel qui n'est pas assez extrême, qui ne réclame pas assez de droits. Et cette quête est d'ordre existentiel. Tandis qu'aux USA, dans les années 60 et 70, se passe une période de mobilisation féministe qui permettent des réformes. Le National Organization for Women, fondé en 1966, élabore une stratégie pour plus d'égalité juridique entre les hommes et les femmes, mais leur mouvement est controversé dans le sens où il n'est pas intersectionnel, leurs précautions sont libérales, et leur représentation de la femme n'intègre pas les femmes queer, les femmes noires, les femmes pauvres, les femmes handicapées, les femmes travailleuses du sexe, ce qu'on appelle le féminisme libéral. Il ne pense pas aux ouvrières, aux queers, aux afro-américaines. En 1969, des protestations contre la guerre du Vietnam ont lieu et la lutte afro-américaine, queer et ouvrière se rejoignent, ce qui crée plus d'intersectionnalité dans le féminisme de l'époque. Le National Organization for Women ne cherche pas à mettre fin au capitalisme, mais plutôt à vivre avec, à y être intégrée. Tandis que les militantes intersectionnelles de gauche cherchent justement à sortir du capitalisme, à faire sans, et à inclure plus de diversité dans leur lutte. En 1967, ces militantes de gauche montent leur propre organisation plus inclusive et radicale. On est donc, que ce soit en France ou aux États-Unis, dans un contexte de volonté de libération, de volonté de sortir des carcans qui écrasent du patriarcat, du capitalisme. Et beaucoup d'artistes vont donc se saisir de ce moment crucial pour sortir des œuvres qui marqueront à jamais leur temps. Les œuvres. J'ai choisi de faire dialoguer plusieurs œuvres entre elles, d'origines différentes, qui mettent souvent en scène la performance, la création de personnages. Pour commencer, on a l'artiste Shelly Mars, qui est née en 1960 dans l'Ohio, et qui est donc une travailleuse du sexe, une danseuse, gogo danseuse à San Francisco, en 1980 dans des bisexual houses, ou des boîtes de nuit bisexuelles, boîtes de nuit gays. Elle fait partie de la communauté queer, et elle développe au fur et à mesure de ses années de performance sur scène des personnages masculins qu'on appellera par la suite du drag king. Cependant, le terme drag king n'est apparu que des années plus tard, en 91, ce qui fait donc d'elle une pionnière dans son milieu. Elle se connecte à sa face masculine et crée plus d'une dizaine de personnages. Elle porte la moustache, dans ses perfs elle célèbre sa masculinité et goûte également au pouvoir d'être un homme, c'est-à-dire qu'une fois transformée en homme, elle gagne les privilèges qui vont avec. Et elle en joue ensuite dans ses performances
Par exemple, elle a des personnages qui vont être très machos, très masculinistes, et elle exploite tout ça à un but satirique, et qui est donc très intéressant, et en plus carrément pionnier pour l'époque. Martine est son alter ego misogyne, super sexe et mâle. Pendant 30 ans, elle traverse le monde entier afin de récolter des connaissances autour du genre, ainsi que du sexe. Elle cherche à définir les limites de tout cela. Ses sujets de prédilection incluent du fait de parler de l'intérêt de se protéger durant le sexe, suite notamment aux années SIDA/VIH. Elle parle aussi d'amour saphique, donc d'amour lesbien, et de lesbiennes comme des femmes tomboys, ce qui est quand même assez novateur aussi pour l'époque. On a donc Shelley Mars, qui vient d'une classe populaire un peu complexe puisqu'elle est travailleuse du sexe. Elle est queer, elle performe dans des clubs et qui va faire des découvertes sociologiques autour du genre au travers de sa pratique. J'ai ensuite sélectionné l'artiste Coralie Trinity, qui est née en 1976 à Paris et qui est une actrice porno, devenue journaliste et écrivaine. Elle réalise le film Baise-moi, tiré du roman éponyme de Virginie Despentes. Elles le co-réalisent ensemble. Elle commence sa carrière porno à 18 ans et son premier roman Belle l'immonde sort en 2002. Donc elle a l'habitude de sortir dans les soirées gothiques parisiennes. Elle a un look affirmé, elle collabora notamment avec le groupe Punish Yourself, excellent groupe si vous ne connaissez pas, j'aime beaucoup leur esthétique et leur musique. Elle traîne avec Jodorowsky et pratique le tirage de cartes. Donc là encore on a un profil assez atypique quoi, d'une femme forte, qui a un look affirmé, et donc elle aime bien jouer avec les mots, et son nom de scène peut se lire Holy Trinity, donc la Sainte Trinité, l'image de la Vierge, ou si on le lit en contraste, Holy Trinity, donc l'allusion à la putain. Ce fameux contraste de la Vierge et de la putain, auquel beaucoup d'hommes s'attachent, pourquoi c'est vraiment... Bon, c'est un héritage patriarcal, hein, mais c'est soit la femme est la vierge, et donc synonyme de la mère, couveuse, sauveuse, l'infirmière, et qui va pas faire de choses coquines ou décadentes, et à côté la putain, donc la salope, que là il faut absolument pas marier parce que c'est une femme libre, mais en fait une femme libre qui perd sa valeur en couchant avec des gens. Et je trouve ça vraiment très chouette qu'en tant qu'actrice porno, elle ait fait ce jeu de mots avec son nom. Elle sort un récit autobiographique qui s'appelle La Voix humide en 2007. Elle joue dans Bye Bye Blondie en 2011, film de Virginie Despentes, cette fois-ci en tant qu'actrice. Et elle écrit aussi des guides sexuels. J'ai tenu à mettre Coralie Trinity dans cette liste, une femme qui a démarré grâce au porno, qui a du coup traîné avec des artistes qui commencent leur influence, avec Virginie Despentes également, que je vais présenter juste après. Je trouve très intéressant aussi le fait qu'elle écrive des guides sexuels. Pour moi, la rébellion passe aussi dans le fait d'instruire, et très clairement, beaucoup de gens auraient besoin de plus de cours d'éducation sexuelle, d'avoir plus de ressources à ce niveau-là. Par exemple, quand on pense aux cours au collège, où on est vraiment... où on s'arrête à des choses très simples, genre limite on parle des règles et après des 9 mois... pour garder un bébé dans son ventre avant d'accoucher, mais on ne parle pas de réelle éducation sexuelle, on n'apprend pas de choses sur son anatomie, on n'apprend pas assez. Et du coup, les jeunes se retrouvent à apprendre au travers du porno, et le porno, on le sait tous, que c'est pas une représentation réelle de la réalité, de la vie sexuelle. Et je trouve ça génial qu'une TDS, qui donc s'y connaît en anatomie, c'est son taf, fasse des guides sexuels à vocation d'éducation, c'est super. Et pour moi, c'est une excellente arme. Passons ensuite à Virginie Despentes, qui est donc née sous le nom d'Aget, en 1969 à Nancy, qui est donc réalisatrice et écrivaine. Elle aussi vient du milieu punk. Et elle signe son tout premier roman à 23 ans et il s'appelle Baise-moi. À ce moment-là, elle vit en squat, c'est une baroudeuse. Et dans ce livre, elle traite du viol qu'elle a subi, ainsi que de féminisme. Le livre fait fureur dès sa sortie et sa carrière décolle. Plus elle avance dans sa déconstruction du genre, plus elle se pose des questions sur sa propre sexualité. Et comme elle le dit elle-même, elle est passée d'une vie sentimentale hétérosexuelle à homosexuelle. À ce moment-là, elle va rencontrer son amant, Paul B. Preciado, dont je vais aussi faire une présentation juste après, qui lui aussi est écrivain et théoricien en déconstruction du genre. En 2006, Virginie Despentes sort King Kong Theory, un manifeste pour contrer le patriarcat, qui influencera les générations de féministes à venir. Vraiment, lecture iconique, je vous le conseille. Et ce qui est drôle, c'est que Paul Preciado et Virginie Despentes étaient dans la même chambre d'hôtel à faire leur truc de couple pendant que chacun écrivait de son côté leur livre, Virginie King Kong et Paul Preciado Testo Junkie. Et c'est extra de savoir ce petit passage-là quand on sait l'importance que ces livres ont aujourd'hui et leur impact.
Donc ce livre Testo Junkie de Paul Preciado est sorti en 2008. Il mêle biopolitique, critique du genre et drogue. Il y parle de notre société actuelle, qu'il décrit comme pharmacopornographique, basée sur la frustration sexuelle. Donc lui se procure de la testostérone, donc il se considère trans, donc c'est un homme trans qui raconte son parcours de transition avec la testostérone. Il s'en injecte, il décrit le processus au fur et à mesure du livre. Enfin, le livre un peu en deux parties, dans le sens où il y a un chapitre où il va vraiment parler de sociologie, ça va être très dense à lire, et le chapitre d'après, il parle de sa vie à lui, de comment il vit ces changements sur son corps, qu'est-ce que ça lui fait mentalement, etc. Ça permet de rendre la lecture un peu plus fluide, parce que si on avait que le côté dur, franchement le livre serait difficile à terminer. Mais c'est vraiment un bouquin très intéressant et les parallèles qu'il fait entre la pharmacie, la pornographie, le genre, c'est passionnant, c'est extra. Du coup, il met en parallèle le message de Simone de Beauvoir dans son classique Le deuxième sexe, et il parle des mécanismes de privation de liberté engrangés par le patriarcat, le néocolonialisme et le capitalisme. Paul naît en 1970, assigné femme, donc à la naissance, à Burgos en Espagne. Il est connu sous son ancien nom jusqu'en 2015, avant d'adopter son nom actuel, Paul. Il écrit, il est commissaire d'exposition et chercheur. Il cherche à déconstruire le genre et à sortir de la binarité. Il met en lumière la beauté des corps trans, modifiés, hackés, pour sortir du genre. J'aime beaucoup ce mot hacker, c'est carrément mieux que modifier ou transitionner. On hack la binarité pour en sortir. Personnellement, je trouve ça génial. Ensuite, j'ai aussi mis une amie de Virginie Despentes qui est Béatrice Dalle, qui est née sous le nom de Cabarou. Elle est née en 1964 à Brest. Je savais même pas qu'elle était bretonne, c'est marrant, parce que j'habite en Bretagne. Elle tourne dans son premier film 37 degrés 2 le matin, qui la propulse sur le devant de la scène immédiatement. Et à seulement 21 ans, elle est nominée aux Oscars pour le titre de la meilleure actrice. Elle tourne dans Bye Bye Blondie, le film de Virginie Despentes dont je parlais un peu plus tôt. Et elle joue aussi dans des pièces de théâtre telles que Lucrèce Borgia. Alors, comme Virginie, c'est une personne vagabonde, indépendante, qui traîne dans le milieu punk, dans les squats, les soirées gothiques. Elle a aussi consommé pas mal de drogue, il me semble que Virginie Despentes aussi, et ça, mine de rien, ça a marqué leur trajet de vie. Et donc les deux sont amis de longue date. Actuellement, Béatrice, Virginie et Cazet font une tournée de concerts littéraires un peu partout dans la France. Je crois qu'elle vient juste de finir. Et j'ai eu l'occasion d'y aller à Nantes il y a un mois. C'était vraiment génial. Et je savais pas trop à quoi m'attendre quand on m'a dit concert littéraire. Mais en gros, les trois vont lire des textes de livres préalablement choisis qui parlent de politique, de transidentité, de racisme. Tout ça sur fond musical. Donc il y a des musiciens à l'arrière qui créent des bandes sonores qui transportent au travers des poèmes, des lectures. C'est un moment très fort en émotion et ça fait aussi du bien car il y a une vraie rage, une vraie force, un peu comme une flamme qui s'allume et qui s'embrase quand on les écoute parler. À la fin, le public était en mode ouais, ça finit un peu en manif quoi, c'était très chouette. Et du coup, ce groupe s'appelle Le Trouble. On passe ensuite à une artiste autrichienne, connue sous le nom de Vali Export, mais qui est née Waltraud Lehner, je ne sais pas si je le prononce bien, qui est donc née en 1940 à Linz, en Autriche. C'est une artiste engagée qui joue beaucoup de la performance, qui fait également des vidéos et des photos conceptuelles, et qui est une pionnière dans l'art médiatique. Donc sa carrière a lieu après la Seconde Guerre mondiale, donc qui est un contexte particulier. Elle questionne l'identité et l'identité sexuelle, et emprunte son pseudo à une marque de cigarettes qui s'appelle Smart Export. Et elle l'utilise comme pseudo pour avoir une connotation virile, parce qu'à l'époque, voilà, fumer la clope, c'était masculin, c'était viril, et elle se joue de ça en prenant un pseudonyme dit masculin et en même temps satirique. Pour sa signature personnelle, elle va utiliser un logo conceptuel, donc tout ça en 67. Elle questionne les représentations du corps féminin et cherche à s'émanciper des conventions. Elle collabore notamment avec l'écrivaine autrichienne Elfriede Jelinek, et elles écrivent toutes deux sur l'art contemporain en s'inscrivant dans la mouvance actionniste. La mouvance actionniste a été une mouvance radicale très courte qui jouait sur le choc, c'était des performances vidéo, photos, etc. qui jouaient avec le sang, des corps d'animaux, le corps humain, beaucoup de sang, de gore. On voulait utiliser la violence comme façon d'attraper le regard du public. En soi, la démarche de Elfriede et Vali fait partie de cette mouvance actionniste, mais elle s'en distingue dans le sens où elle n'utilise absolument pas la violence pour arriver à leur fin.
Elle crée des œuvres frontales qui attirent le regard, mais pas de façon gore ou dégueu. De 1968 à 1971, elle propose une performance dans un lieu public qui s'appelle Tap un Taschino. Les passants sont invités à mettre leurs mains dans la boîte qu'elle porte sur sa poitrine pour toucher sa poitrine. Elle fait un pied de nez à l'industrie cinématographique, la boîte représentant le cinéma, par rapport à leur représentation du corps de la femme. Ici, dans cette performance, elle offre un corps de femme réel, tangible, que l'on peut toucher aux passants qui mettent leurs mains dans la boîte, s'attendent pas forcément à toucher son corps, et peuvent toucher à un corps de femme. On s'en rend peut-être pas compte aujourd'hui, mais c'est vraiment un move, c'est un vrai affront pour l'époque. Elle offre donc à avoir un corps non contaminé par le male gaze, un corps humain. Et aussi en 1941, elle promène des hommes en laisse. Voilà, je vous glisse l'information en plus. Personnellement, je suis très fan. Et on en arrive donc à la dernière artiste que je vais vous présenter, Faith Ringgold, qui est née en 1930 à Harlem aux USA, qui est donc une artiste plasticienne reconnue pour ses peintures mosaïques. C'est une figure emblématique de l'art contestataire. Elle est conférencière, sculptrice et auteure de livres pour enfants. Elle a notamment peint l'histoire des Amériques des 50 dernières années, des relations interraciales conflictuelles, et sa démarche artistique et politique a pour volonté de donner voix aux femmes noires. C'est une contemporaine du mouvement Black Art Movement. Son esthétique est africaine-américaine, et elle peint donc son histoire de femme noire en Amérique avec tout ce que ça inclut, les discriminations, le fait d'être une femme et en plus d'être noire, donc le fait de vivre le sexisme et le racisme. Elle grandit sous la ségrégation et est encouragée par ses parents à suivre une voie artistique, qui est plutôt chouette pour l'époque. En 1948, elle étudie les arts plastiques au City College de New York avec le peintre activiste Robert Guasmey, qui est contre le racisme. Oui, je précise contre le racisme parce qu'à l'époque, juste après la ségrégation, il y avait encore beaucoup de gens qui s'affirmaient comme pour le racisme. Donc bon, à cette époque, elle découvre les écrits de James Baldwin, qui narre le racisme qu'il subit au quotidien. Il participe à faire entendre la voix noire. En 1963, la ségrégation et la discrimination sont devenues illégales. En 1963, hein, c'est très tard. Faith réalise alors la série American People, qui sont une suite de 20 peintures à l'huile, illustrant le racisme ordinaire. La série est très chouette, je vous joins des photos. Elle dénonce l'utopie de l'American Way of Life. Je trouve que c'est remarquablement bien fait. En 1967, elle provoque à nouveau avec son tableau The Flag is Bleeding. Il y a donc une volonté que le public soit face à la vérité du racisme et des discriminations. Toujours en 67, durant les violences policières, elle peint Black Light, qui célèbre la beauté afro et qui représente le visage noir que l'on voyait peu à l'époque dans les médias ou dans les œuvres d'art. Tout ça. Elle dit « Le problème de couleur est dû au blanc, car en soi il n'y a pas de différence de visage entre deux êtres humains. » Et bon, je vous ai mis qu'un petit florilège de ce qu'elle a produit, mais elle a une carrière bien plus fournie que cela. Et comme pour les artistes précédentes, j'ai dû faire une sélection exhaustive afin de vous montrer au moins un peu l'univers de chacune, en espérant que ça vous ait fait rencontrer de nouvelles œuvres et de nouvelles artistes. Donc en conclusion, tous ces artistes avaient la volonté et la nécessité aussi de montrer au public la vérité, que ce soit Valley Export avec son propre corps pour démystifier se présenter dans les médias, ou Faith Ringgold avec ses tableaux satiriques de The American Way of Life. Il y a une nécessité de reprendre le contrôle sur ses appartenances, ses origines, que les queers parlent eux-mêmes de leur histoire, que les noirs parlent eux-mêmes de la leur, volonté d'arrêter de cacher et d'arrêter de rendre tabou, notamment la sexualité, l'éducation sexuelle, et de tout montrer. Donc là, c'est une allusion au mouvement des actionnistes viennois qui considéraient qu'on pouvait tout montrer, même le choc. Sans l'art qui avait permis de marquer l'esprit des citoyens, de les émouvoir et de les faire réfléchir, les mouvements révolutionnaires auraient eu sans doute moins d'impact. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez découvert de nouveaux artistes. N'hésitez pas à m'écrire vos retours dans les commentaires, je serais ravie de les lire. J'ai fait un nouveau tatou, je pense que vous l'avez vu un peu, c'est un fléau. Voilà, je pars dans la vibe arme du Moyen-Âge. Je vous fais des gros bisous. Ouah, un poil de chat. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de liker la vidéo. A plus!